Alors d'abord, la préparation, c'est parce que rien n'est improvisation. Quand on improvise, c'est la porte ouverte à tous les dangers. La compréhension de l'adversaire, c'est de dire, si j'étais à sa place, comment est-ce que je ferais? Eh bien, tu commences à avancer dans les modes qui sont les modes opératoires qui te sont propres. Quand les Twin Towers se sont effondrés, tout le monde a dit, mais comment ils n'ont pas compris? Il y en a qui se formaient à gauche et à droite, à piloter des avions, etc. Il y avait des signaux faibles. Mais ils n'avaient pas la sensibilité de capteur pour que ça allume des petites lampes et dire attention à ces signaux faibles. La guerre du temps, c'est pas forcément de dire on fait tout plus vite. La guerre du temps, ça peut être aussi je veux que ça traîne parce que j'ai besoin d'un quart d'heure, j'ai besoin de 20 minutes, donc c'est moi qui imprime le déroulé. L'instructeur au début nous avait dit il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation. Donc quand tu fais des trucs en vitesse, c'est là où tu dois prendre ton temps pour le faire, et plus tu seras habitué à le faire, et plus tu iras vite. Que ce soit l'entreprise ou que ce soit une unité, je veux dire, on a fait la mission, mais demain il y en a une autre. Bienvenue dans non pas un nouvel épisode de Néologisme, mais une série, un fil rouge, qui s'appelle ce que les généraux savent mais que nous n'appliquons pas. Pourquoi est-ce qu'on fait ce fil rouge-là? C'est pour prendre des cas pratiques, des vraies expériences, de voir quelles sont les best practices des unités spéciales et de voir comment est-ce qu'on pourrait les appliquer en tant que CEO ou dans le monde de l'entreprise. Et pour ce faire, j'ai mon acolyte de tous les jours que je reçois aujourd'hui, le général Thierry Orozco. Salut Naoufal. Salut Thierry, ravi de te recevoir et de participer avec toi à ce fil rouge-là. Eh bien, suivons le fil. Eh ben, on va commencer par la première thématique. La première thématique, c'est la préparation. Alors en général, c'est vrai que lorsqu'on va voir la mission, c'est comme la scène d'un film. On a l'impression que c'est le début, alors qu'en fait, c'est la résultante d'un scénario qui est préparé des mois à l'avance. Donc comment se passe la préparation? Alors d'abord, la préparation, c'est parce que rien n'est improvisation. Quand on improvise, c'est la porte ouverte à tous les dangers. On peut aller vers l'échec. Donc il y a des tas de choses qu'on peut préparer très longtemps à l'avance. La première chose est évidente, c'est s'entraîner, se former, travailler ensemble, se comprendre. Ça, c'est la première des préparations. Après, la deuxième chose qui est fondamentale dans la préparation, c'est comprendre, si possible, le lieu où on va travailler. On peut par exemple connaître le lieu où on va, où on pourrait travailler. Exemple, il y a un palais national dans Paris, par exemple au hasard, le Sénat. On peut peut-être un jour travailler sur le Sénat. On ne va pas dire le jour où ça va arriver, je suis désolé, je n'avais pas préparé parce que je pensais que ça ne se passerait jamais. Donc il y a tout un travail en amont, c'est la connaissance des lieux. On pourra en parler plus tard. La deuxième chose qui est fondamentale, pour moi, c'est la connaissance de l'adversaire. C'est-à-dire de comprendre ce que l'adversaire va faire, parce que c'est ce qui va déterminer la façon dont tu vas agir. Si tu ne comprends pas ce que veut faire l'autre, tu ne vas pas appliquer ou dérouler ton propre savoir-faire sans tenir compte de l'autre. Donc dans la préparation, il y a tout ça qui rentre en compte. Et ça se fait très longtemps à l'avance, mais ça peut se faire aussi dans les heures qui précèdent, dans la journée qui précède ou dans les minutes qui précèdent. Alors comment tu te prépares là, en fonction de ces trois temps, dans les mois, les heures ou les minutes? Il y a une préparation qu'on va appeler une préparation froide. C'est la préparation, par exemple, on va reprendre le cas d'un palais national, du Sénat par exemple. On va dire, le Sénat, on sait qu'il est là, on sait que demain il sera là. Bon, là on a tout le temps, il n'y a pas de crise particulière qui fait qu'on doit travailler sur ce type de bâtiment. Néanmoins, c'est super important. Je veux dire, si tu as travaillé sur le Sénat, où est-ce que les sénateurs se rassemblent? Dans la pièce ou l'hémicycle dans lequel il y a les sénateurs, combien il y a de portes? Comment est faite la porte? Si je prends ma radio, est-ce qu'au deuxième sous-sol du Sénat, la radio passe? Autant de questions, il vaut mieux te les poser avant qu'au moment où tu vas arriver. Alors comment tu fais pour te poser toutes ces questions? Parce que là, tu as pris l'exemple du Sénat, mais tu en as une multitude de lieux comme ça. Tu peux pas tous les prévoir. Tu peux pas tous les prévoir. Néanmoins, il y en a certains sur lesquels tu ne peux pas faire d'impasse. Bon, alors, on a cité les palais nationaux, c'est évident pour ce que ça représente pour notre pays.
Mais tu as par exemple quelque chose sur lequel GIGN travaille beaucoup, c'est les avions. Tu dis, un avion, on ne va pas découvrir l'avion le jour où. Donc il faut déjà découvrir l'avion, combien de portes sur un avion, quelle est la hauteur de la porte, combien ai-je besoin de personnes pour rentrer dans un avion, et après apprendre aux gens aussi à travailler sur l'avion, faire des entraînements, aller à Roissy, aller à Orly, discuter avec Air France de façon qu'ils te prêtent un avion. Tout ça, ça prend du temps, et ce qu'on va appeler de la préparation à froid. C'est-à-dire, c'est quoi la préparation à froid? La préparation à froid, c'est, il n'y a rien qui fasse qui te dise demain il y a une crise, donc je me prépare. Tu as tout le temps de le faire, et tu fais quelque chose, on dit c'est à froid par rapport à la préparation d'une crise, une préparation à chaud. Préparation à chaud, c'est-à-dire qu'en fait, là, on t'a appelé Et là, il y a quelque chose. et il y a quelque chose, mais tu sais pas où, quoi, comment. Par exemple, on dit demain il y a quelqu'un de très dangereux qui doit être interpellé à tel endroit, dans telle circonstance, en milieu ouvert, c'est-à-dire en pleine rue ou à un domicile. Bon, forcément, tu vas te commencer à les poser des questions. Où est-ce qu'on peut le faire? Qu'est-ce que lui, comment est-il? Comment réagit-il? Comment est-il équipé, etc. Il faut que tu te prépares. Et là, c'est une préparation à chaud, c'est-à-dire que tu sais que le lendemain ou dans un temps très court, tu vas avoir à faire une gestion, à manager une crise. Donc, ça, c'est la préparation à chaud. D'accord. Comment cette préparation, en fait, elle doit être liée à une répétition de choses, enfin d'exercices. Comment tu fais qu'en fait, lorsque vous arrivez au moment T, tout ça, en fait, ce soit des acquis, que ce soit des automatismes? Alors, il y a une partie qui est une partie d'automatisme. Et il y a une autre partie qui est une partie qui va calquer la réalité du moment, c'est-à-dire la réalité concernant les personnes en jeu et la réalité concernant le contexte géographique, mais aussi le contexte. Si par exemple tu dois faire une arrestation dans une gare, c'est pas la même chose de le faire à 23h ou de le faire à midi, un jour de départ en vacances. Donc tout ça, tu dois en tenir compte. La préparation, c'est vraiment quelque chose qui doit te permettre, au moment où ça va se passer, d'avoir la meilleure connaissance des choses et de ne pas poser des questions pour perdre du temps. On est toujours dans « je dois agir le plus vite possible, de la manière la plus efficace possible ». Je me prépare à l'avance, j'ai moins d'incertitude. On aura l'occasion de reparler. L'incertitude, c'est forcément source de stress, parce que je me dis comment je vais réagir face à une situation que je ne connais pas. Je stresse. Alors après, je peux gérer mon stress, mais tout ce qu'on peut éviter de rajouter comme incertitude ou diminuer les incertitudes, autant de choses, après tu sais qu'il y aura des incertitudes. Donc fait qu'il y ait moins d'incertitudes qu'une foule d'incertitudes. Et comme question par rapport à ça, l'incertitude, on va le voir un peu plus tard, qu'est-ce qu'on sous-estime le plus dans une préparation? Si tu transposes ça au monde de l'entreprise ou des civils, qu'est-ce qu'on sous-estime le plus dans une préparation? Alors, je pense que ce qui est la plus grande erreur et que tu vois le plus souvent, c'est de sous-estimer ton adversaire. C'est la sous-estimation de l'adversaire en pensant « oh, ça va être facile ». Bon, que ce soit même dans le sport, dès qu'on commence à penser que l'équipe d'en face, ça sera qu'une formalité, on s'étonne d'avoir perdu le match. Donc, pour moi, la première chose, c'est vraiment de comprendre son adversaire, savoir où son adversaire veut aller, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, et après, ça va déterminer ta façon, toi, d'imposer ta volonté à cet adversaire, puisque le métier que je faisais, c'était ça, c'est imposer sa volonté à un adversaire. Et tu connais pas la stratégie de l'adversaire, donc tu sais pas non plus ce que lui veut t'imposer. Donc comment tu Non, fais? mais lui, il ne veut rien t'imposer. Lui, il a un but, c'est pas de jouer avec toi. Il a un but tout court. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et ce but tout court, c'est à toi à le comprendre et à intégrer sa façon de faire, non pas par rapport à toi. Il n'est pas là pour te faire plaisir, pour te contrer. Il est là pour atteindre son propre objectif. Donc définis, son propre objectif. Qu'est-ce qu'il veut faire? Comment il va le faire? Et après, toi, tu vas commencer à construire un scénario de façon à lui rendre sa marge d'initiative la plus faible possible, de façon à ce que tu puisses imposer ta volonté le plus simplement possible. D'accord, ok, clair.
Si tu devais transposer en fait la préparation au monde de l'entreprise. Alors, la préparation au monde de prix, je pense qu'il y a deux choses. C'est connais bien ta concurrence et connais bien ton client. Quand tu connais bien la concurrence, tu vois un peu là où tu es plus faible et là où tu es plus fort. Connais bien ton client, ça veut dire est-ce que son objectif correspond à ce que tu veux faire. Tu le sais mieux que moi. C'est rare qu'on impose un besoin à quelqu'un, on essaye de satisfaire son besoin. Créer un besoin et ensuite le satisfaire, c'est autre chose. Mais dans un premier temps, généralement, c'est comment vais-je faire pour satisfaire le besoin d'un client et pour qu'il vienne à moi. Alors il y a toutes des démarches pour le faire. Donc là, l'important pour moi, c'est ça, bien connaître son client et bien connaître la concurrence. Ça va déterminer la façon dont ton produit évolue, la façon dont tu le vends et même ta price list. D'accord. Ouais, ouais, je te rejoins parfaitement. Après, il y a quelque chose, tu vois, dans la préparation qui fait écho dans ce que tu dis, mais que je vais transposer dans le monde de l'entreprise. Préparer, c'est pas juste préparer sur le papier. Parce qu'on est toujours surpris, tu sais, dans le monde de l'entreprise où on va préparer un plan, une stratégie, où tu vois des workflows en disant voilà, on va suivre ces étapes-là. Et puis, bon, en fait, à première, premier imprévu, ça y est, on passe à l'improvisation totale. Donc, comment en fait, dans les unités spéciales, vous luttez contre ça? Alors, la première chose, c'est d'avoir cette connaissance que tout ce que tu as préparé, il n'y a que dans Agence Tourisque que les plans se déroulent comme on les a prévus. Dans la réalité, ça ne se passe jamais comme tu l'as prévu. Donc, il faut prévoir un plan qui est en fait qui va encadrer l'action. Et dans cette action, toi, tu auras diminué le nombre de cas d'incertitude, et c'est justement toute ta préparation qui va donner aux acteurs, à tes acteurs, la capacité d'initiative. Et l'initiative, ça va être de l'adaptation, c'est pas de l'improvisation. Donc, et la différence entre adaptation et improvisation? Ben, l'adaptation, c'est l'improvisation, c'est je fais quelque chose, j'y avais même pas pensé avant, et puis je sais. Ben, pour moi, l'improvisation, c'est ben, je fais quelque chose, mais je n'y ai pas pensé, puis c'est un peu du n'importe quoi. L'adaptation, je vais prendre, j'ai une limite gauche et une limite droite, et dans cette limite gauche et limite droite, comme je maîtrise tous mes savoir-faire, je peux m'adapter. Donc ça fait, c'est ce qui fait la force des gens, c'est leur qualité d'adaptation. C'est aussi une faculté que tout le monde n'a pas ou que tout le monde doit travailler pour développer. Mais certains ont plus de facultés à s'adapter que d'autres. Donc quand on s'adapte, c'est simplement pour dire, bon, visiblement ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut que je change à la marge ou de manière trop importante. Et si possible, il ne faut pas que tu changes tout, parce que si tu changes tout, ça veut dire que tu t'es quand même très mal préparé. Oui, et puis ça veut dire qu'en fait, ta finalité aussi risque de changer, ouais. Ah là, C'est le risque. il y a de fortes chances que tu ailles à l'échec quand même. Alors, et comment tu fais pour gérer une équipe qui, à un moment, en fait, se dit, OK, tu vas avoir un mix d'adaptation et d'improvisation, et qui se dit, bon, OK, c'est le chaos, il y a de l'incertitude, il y a de la volatilité, pour remettre tout ça d'équerre. Alors là c'est un travail qui est un travail qui est basé sur la confiance. C'est tout départ par de la confiance. La formation est une formation très très longue au GIGN, hein, ça dure une année. Une formation qui est une formation pratique avant de partir en opération. Et après, il y a l'acquisition de l'expérience. Mais la confiance, et la première confiance, c'est avoir confiance en toi. C'est dire, oui, je peux prendre cette initiative parce que je pense que ça peut marcher. La confiance dans ce qu'on t'a appris. Tu dis, on m'a appris à faire ça. Oui, j'ai confiance dans ça. Je ne vais pas inventer un autre truc parce que je me dis, est-ce qu'on m'a appris, ça ne tient pas debout. Et puis, c'est la confiance dans l'autre. La confiance dans l'autre, c'est de dire ok, je vais m'adapter, mais je sais que ceux qui sont autour de moi, ils vont s'adapter aussi. Donc cette confiance, c'est ce qui fait la différence pour moi dans notre discussion là, entre le terme s'adapter et le terme improviser. Improviser, ça fait un peu trop ah, Marchand de fruits et légumes au marché, voilà, quoi. c'est quand même un peu olé olé. Donc c'est des situations qui sont généralement très dégradées.
où la place entre l'échec et la réussite est souvent très fine. Donc là, en fait, dans ce que tu appelles l'improvisation, il ne faut pas trop improviser. Il faut qu'on déroule des choses et qu'on diminue, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les inconnus au minimum. Je vais donner un exemple simple. Je rentre dans une pièce, j'ai mon arme. Je ne vais pas me poser la question de savoir si je sais tirer et comment je vais tirer. Ça doit être un automatisme. Je ne dois pas me poser la question, même si, pour quelqu'un, c'est extrêmement générateur de stress dans ce moment-là. Mais parce que c'est une compétence, donc C'est c'est une compétence une acquise, répétition de la donc préparation. cette incertitude, tu l'as ôtée. Et tu vas te concentrer sur un minimum d'incertitudes, et sur ces incertitudes, tu vas caler toutes tes compétences et les adapter. En fait, en général, on va dire que les situations de chaos dans lesquelles on se retrouve, c'est manque de préparation et beaucoup d'improvisation. Aussi. Ça va être ça où on Voilà. va se retrouver. Et après, bien évidemment, tu as aussi la malchance. Mais n'intègre jamais la chance ou la malchance dans ton déroulé de gestion de crise. Pour quelle raison? Parce que tu ne peux pas savoir si tu auras de la chance ou de la malchance. C'est bien dit. Je te remercie, Thierry.